Bienvenue au podcast de la Fondation Ronald Denis. Au travers des épisodes, la chirurgienne, Dr Anne-Sophie Studer, s'entretiendra avec diverses personnes clés à la mission de la Fondation qui démystifieront avec elle le rôle de celle-ci au Québec. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, je suis Dr Anne-Sophie Studer, chirurgienne bariatrique et métabolique au sud du nord de l'île de Montréal et j'ai été diplômée en chirurgie générale, bariatrique et métabolique et en trauma. Et je travaille aux côtés de mon ami, collègue et mentor, le Dr Ronald Denis, à qui je donne la réplique aujourd'hui sur la chirurgie de l'obésité. Je te laisse te présenter, Ronald. Merci. Mon nom est Ronald Denis. Je suis aussi un chirurgien métabolique et bariatrique au CIUS du nord de l'île de Montréal. J'ai eu une formation de chirurgien général à l'Université de Montréal et j'ai fait un fellowship de 3 années en traumatologie au Michigan, au Detroit Receiving Hospital. J'ai eu le privilège d'être le chef du département de chirurgie pendant 26 ans. En 2008, j'ai mis sur pied la Fondation Ronald Denis. Et en ce qui concerne la chirurgie bariatrique, j'ai débuté en 2001 avec le docteur Henri Atlas, qui, lui, était mon mentor et mon idole. Dès que j'ai étudié en médecine, nous avons débuté par faire des anneaux gastriques qui était la chirurgie la plus faite à cette époque. Mais aujourd'hui, à peu près plus personne ne met en place d'anneaux gastriques. Les anneaux gastriques. Oui, on va en reparler un peu après. Donc, merci Ronald de t'être présenté. Et pour faire suite à l'épisode 1, je replante un peu le décor. La Fondation Ronald Denis soutient que l'accès aux soins chirurgicaux dans des délais raisonnables est un droit. Surtout pour les secteurs sensibles comme la chirurgie bariatrique et métabolique. Comme tu le sais, on a beaucoup de demandes, on a beaucoup d'attentes avant de pouvoir opérer nos patients. Mais avant de rentrer dans le vif de ce sujet-là, puisque c'est notre thème du jour, l'obésité, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? L'obésité, telle que mentionnée par l'OMS, qui l'a inscrit comme une maladie chronique, au même titre que les maladies pulmonaires obstructives chroniques. Et c'est très important parce que c'est pas juste une question de on mange trop. C'est complexe, comme tu sais bien, c'est des facteurs inflammatoires, métaboliques, tout entre en ligne de compte sur ça. Mais c'est une accumulation de trop de gras dans l'organisme. Oui. Comment on fait pour savoir si finalement on a trop de gras dans l'organisme? Ben, on peut faire des tests plus poussés où on peut assumer qu'un IMC de 30 et plus, c'est avoir trop de gras dans l'organisme. Ça, c'est la définition un peu simplexe pour le savoir, effectivement. Et pour les gens qui nous écoutent, l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Ça correspond au rapport du poids sur la taille au carré. Et effectivement, si ce rapport donne 30 ou plus, eh ben, on rentre dans le seuil d'atteinte d'obésité. Mais oui, effectivement, on peut avoir une obésité pas très sévère et beaucoup de maladies métaboliques associées. Absolument. Les comorbidités sont importantes. Les plus fréquentes, le diabète, l'hypertension, l'apnée du sommeil. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Ça peut être on peut avoir de la stéatose hépatique, des problèmes d'arthrose. Il y a tellement de problèmes qui sont associés à l'obésité. C'est ça. Puis à l'inverse, on peut très bien avoir un indice de masse corporelle genre super élevé à 60, puis avoir aucun problème métabolique. Donc, on a volontairement choisi de parler de la chirurgie de l'obésité, mais dans notre jargon à nous de tous les jours, ça regroupe une chirurgie bariatrique et métabolique. Puis je pense que c'est important de le dire et de le rementionner, puis de casser les stigmas qui viennent avec. C'est pas de la chirurgie plastique qu'on fait, nous.
C'est de la chirurgie bariatrique et métabolique, là. Absolument. Et il faut se débarrasser de tous ces stigmates, principalement, que ce soit au Québec ou partout dans le monde, c'est la grossophobie. Ça, c'est tellement déplaisant Ben, et inacceptable d'utiliser ce genre de langage-là. mais je ne suis on peut plus d'accord avec toi, surtout qu'en plus, nous, en tant que personnel médical et chirurgical, ça vient freiner vraiment la prise en charge de cette pathologie qui dépend de plusieurs facteurs, puis qui est bien complexe, là. Tous ces stigmas-là, il y a beaucoup de gens qui veulent pas consulter parce qu'ils ont honte ou ils se sentent coupables et non, voilà, ils souffrent, donc ils doivent avoir accès à des soins. Il souffre et à plusieurs points de vue. Les gens n'ont pas idée comment les personnes atteintes d'obésité souffrent. Souffrent des commentaires, souffrent que juste prendre un avion en classe économique, ils sont obligés de prendre 2 places. Et Ah oui. tout ça augmente des coûts et les gens n'ont pas nécessairement les moyens de ça, là. Et ça touche tout le monde. Euh, les femmes, les gens pensent que ça touche surtout les femmes. Non, c'est parce que malheureusement, dans notre société, l'obésité chez les hommes est acceptée et mal vue Ouais. pour les Pour femmes. les femmes, exactement. Mais là, alors, en termes de chiffres, parce que j'ai pas peur de dire que ça a atteint des proportions épidémiques, là, clairement, le taux mondial d'obésité a explosé depuis le début des années 80. Puis pour donner des chiffres de 2014, qui datent quand même d'il y a 10 ans, c'est plus de 50% de la population mondiale qui est en surpoids ou obésité. Puis en surpoids, c'est le niveau d'indice de masse corporelle, c'est 25 pour cette classe-là. Et selon Statistique Canada, puis l'Association médicale du Canada, c'est 1 Canadien sur 4. Puis ces chiffres-là, ils vont faire que grandir. Parce que chez les jeunes et les adolescents, c'est 30% de la population qui est en surpoids ou qui est obèse. C'est ça donne une idée de comment va vieillir toute cette partie-là de la population. Et c'est ça, nous, on va avoir du pain sur la planche à l'avenir, ça c'est clair. Donc ça peut toucher n'importe qui, on en a parlé, aussi bien les femmes que les hommes, aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Et puis ça expose à des maladies chroniques, parce que le problème métabolique vient avec l'obésité, mais le problème métabolique est en soi déjà, coche toutes les cases des facteurs de risque cardiovasculaires. Fait que ça expose à des maladies cardiovasculaires, ça expose à des risques de cancer également, qui sont beaucoup plus grands. Et tout ça, ça va donner des thérapies qui sont très coûteuses. Fait que c'est de toute façon un énorme problème de santé publique. Et parlant de thérapie, il y a principalement 2 types de thérapie. Comme tu sais, il y a une thérapie de restriction et une thérapie de malabsorption. Ça, c'est les traitements chirurgicaux. Oui. Ouais. Parce que à ce jour, c'est ce qui donne les meilleurs résultats. Les traitements médicaux, je m'excuse auprès de mes collègues médicaux, fonctionnent, mais pour de petites pertes de poids. Puis on n'a pas suffisamment de recul aussi par rapport aux traitements comme chirurgicaux. adjuvant à la chirurgie. Et la chirurgie la plus pratiquée dans le monde est la gastrectomie verticale, que les gens appellent le sleeve. Alors, en fait, je voudrais, avant que tu rentres dans le détail des chirurgies, il y a encore beaucoup, on parlait de grossophobie tout à l'heure, il y a encore beaucoup de gens qui disent, ces gens-là n'ont qu'à arrêter de manger. Déjà, moi, j'essaierais d'arrêter de manger, là, ça ne marcherait pas très longtemps, ça ne fonctionne pas. Donc les gens n'ont qu'à mieux manger. Oui, ça c'est vrai. Ça ne suffit pas à l'heure actuelle pour régler cette maladie-là. À l'heure actuelle, la carte thérapeutique effectivement la plus efficace, c'est la chirurgie. Maintenir des bonnes habitudes de vie, bien sûr, ça va sans dire, mais ça vient en complément, puis ça permet justement d'ancrer aussi les bons résultats qu'offre la chirurgie. C'est pas l'un sans l'autre. Puis je pense que c'est aussi bien un élément très important à dire aux patients qui souffrent de cette maladie-là qu'à ceux qui n'en souffrent pas finalement, pour venir casser tous les stigmas qui sont bâtis autour de ça. Mais puisque tu étais sur ta lancée pour les traitements chirurgicaux, c'est un peu difficile à expliquer par oral là, mais vas-y, lance-toi.
Alors, la chirurgie, est là pour donner le coup de pouce, Oui. mais le travail est fait par le patient. Et comme on sait tous, là, le problème est entre l'oreille droite et l'oreille gauche. Il faut que Le le cerveau. patient, euh, il donne du sien. S'il ne fait pas ce qu'il faut après la chirurgie, ça ne fonctionnera pas. Alors, si on revient au type de chirurgie, tu as des chirurgies de type restrictive et des chirurgies de type malabsorption. Comme je mentionnais tantôt, la chirurgie la plus pratiquée dans le monde, c'est la gastrectomie verticale, que les gens appellent la sleeve. Et celle-là, on diminue le contenant et on se trouve à enlever 80% des cellules de la faim, qu'on appelle les cellules de Grelin, en enlevant cette portion d'estomac. L'avantage de cette chirurgie, c'est qu'on ne crée pas ou très peu de carences versus une chirurgie de malabsorption où là, on peut créer des carences. Parfois, on n'a pas le choix. Il faut y aller parce que les carences sont moins difficiles à contrôler que tous les troubles métaboliques Ouais, bien que sûr. l'obésité peut apporter. Bien sûr. Puis la sleeve, au tout début, là, tu disais que tu mettais des anneaux gastriques à l'époque. Moi, tu m'as appris à les enlever, tu m'as jamais appris à les poser, là, c'est pour dire, mais ça vient du fait que la sleeve est venue voler la vedette à cette chirurgie-là, parce que justement, l'anneau gastrique, sur le long terme, ça exposait à trop de complications, puis il y avait un risque d'échec qui était monstrueux, en fait. En fait, le responsable de ça, c'est un chirurgien belge, le docteur Impens, qui a montré par ses études, on parlait plutôt de l'importance de la recherche sanguine, qu'après 10 ans, quelqu'un qui porte une anneau gastrique, un patient sur 3 va perforer l'estomac. Et c'est ça qui a, qui a poussé de plus en plus de chirurgiens à aller vers la gastrectomie verticale. Puis la gastrectomie verticale, alors c'est vrai qu'on dit beaucoup, je pense, en tout cas au Canada, dans la partie anglophone du Canada et aux États-Unis, que c'est le bypass gastrique le plus réalisé dans toutes les interventions de chirurgie bariatrique, mais en fait, à l'échelle mondiale, c'est la sleeve. C'est la numéro un, parce que c'est une technique qui est plus simple pour le chirurgien, qui est plus simple aussi pour les patients, en fait, préférentiellement, En, c'est celle-là qui va être en fait, choisie. pourquoi ça a tardé aux États-Unis, la gastrectomie verticale? C'est une question de sous, parce que les assurances ne remboursaient pas pour une gastrectomie verticale, mais juste pour un bypass gastrique. Ouais, Bon. donc, Est-ce que c'est une bonne ça peut raison? être Non, influencé, oui, bien sûr. mais est-ce que ça a joué? Sûrement. Fait que là, donc, dans le chapeau des restrictives, il y a l'anneau gastrique, mais qui se fait plus, puis il y a la gastrectomie verticale. Et vers les malabsorptives, Ben, les malabsorptives, en fait, le but, c'est de déconnecter, si on peut s'exprimer ici, l'œsophage de l'estomac pour le bypass gastrique. pour le bypass gastrique et pour la dérivation bilio-pancréatique, c'est une autre forme de bypass, mais toutes ces techniques-là, c'est fait pour créer une malabsorption et permettre une perte de poids, une perte Un de peu graisse. meilleur. Puis il y a aussi, ces chirurgies-là fonctionnent aussi sur un mécanisme, pas juste mécanique, mais aussi de perturbation hormonale. Alors on aurait perturbation hormonale, j'entends par perturber les hormones de la digestion et aussi les hormones de la glycorégulation. Donc elles sont probablement plus efficaces pour perdre plus de poids, donc pour des IMC beaucoup plus sévères. Et elles sont aussi plus efficaces pour les gens qui ont des profils métaboliques très intenses, là, genre des diabètes de type 2, insuline dépendants ou des choses comme ça. Parce que Pareil. je m'excuse, mais comme disait un très grand endocrinologue québécois, le docteur Chrétien, il disait, ah, les gens pensent que l'endocrino, c'est la thyroïde, les surrénales, mais il dit, le plus gros, la plus grosse concentration de cellules endocriniennes, c'est le tube digestif, c'est le petit intestin. Et on le voit très bien avec la chirurgie bariatrique, comment ça agit au point de vue métabolique. Ouais,
Absolument. Bon, alors, ce qui est bien, c'est qu'on les a présentés comme crescendo. Euh, on a présenté la sleeve, le bypass gastrique, la dérivation biopancréatique. Euh, on les a présentés crescendo volontairement pour monter en termes d'intensité sur à la fois la perte de poids et à la fois la façon de régler les problèmes métaboliques. Puis ça aide à comprendre aussi pourquoi tel type de chirurgie. C'est pas juste les patients qui arrivent dans le bureau en disant OK, moi je veux absolument un SADI. Non, une patiente jeune qui a un IMC à 40, qui n'a pas de comorbidité et puis qui veut avoir des enfants, on ne va pas lui proposer une dérivation biopancréatique. On va y aller plus avec une sleeve. Fait que c'est un peu ça les algorithmes décisionnels ensuite derrière pour proposer tel ou tel type de chirurgie. C'est bien parce qu'on a commencé en disant que l'obésité c'était un problème super complexe, multifactoriel et tout. Et puis en fait, présenté comme ça, nous, ce qu'on fait, ça a l'air particulièrement simple. Mais effectivement, ce n'est pas simple. Et moi, je mettrais de l'emphase sur ce que tu dis. Souvent, les patients arrivent au bureau en disant, moi, c'est cette chirurgie-là que je veux. Alors, notre rôle, c'est de lui proposer la chirurgie la plus adéquate pour sa condition et non pas lui proposer la chirurgie qu'il ou qu'elle veut. Alors moi, ce que je leur dis, quand ils arrivent dans le bureau, c'est que je fais la partie facile et qu'eux, ils font la partie difficile. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça, parce certain. que nous, on va travailler juste une journée, évidemment, on va les suivre après, mais tout le restant de leur vie, c'est une façon de changer ses habitudes de vivre, de son rapport à l'alimentation, son rapport à l'image corporelle, sa façon de bouger. Les gens découvrent des trucs sur leur corps après l'intervention, c'est assez fou quand même. Et c'est pour ça qu'il faut, on vient à la Fondation, il faut leur donner l'aide nutritionnelle, psychologique, parce que même les gens, après avoir perdu tout le poids, plusieurs se considèrent encore comme des personnes obèses. Quand ils ne sont plus du tout obèses. Ils se voient comme. Ils continuent à se voir comme des personnes obèses. Ouais. Alors, justement, puisqu'on commence à parler de comment s'inscrit la Fondation dans tout ça, si on sente un peu le débat là-dessus, comment la Fondation vient donc aider les gens qui souffrent d'obésité pour accéder aux soins chirurgicaux? Je sais qu'on en a déjà pas mal parlé dans l'épisode 1, mais juste pour faire un petit wrap-up de ça. Mais, encore une fois, la Fondation n'est pas là pour court-circuiter. Elle est là pour aider un complément au système public. Et les patients que nous opérons viennent du système public. Et c'est pas nous qui les choisissons, c'est le programme préopératoire, c'est tout ça. Nous, ce qu'on fait à la Fondation, c'est de dire, voici, tel jour, on peut vous offrir une journée pour faire des cas de chirurgie bariatrique ou des cas de reconstruction. Alors, on offre les journées. Et on disait dans l'épisode 1 donc, que les cas de la Fondation, enfin les cas que la Fondation permet d'opérer ne peuvent se faire qu'à la clinique médicale de santé, qui est le centre Rockland, là, qui est un centre de chirurgie d'un jour. Fait que toutes les chirurgies bariatriques dont on a parlé peuvent être faites en chirurgie d'un jour, finalement. Oui, on a même été très créatifs. En 2010, avec Dr Atlas, on a fait les premiers cas de gastrectomie verticale en chirurgie d'un jour. Je me souviens quand on est allé présenter à New York, ils pensaient tous qu'on était des cinglés. Oui. Et aujourd'hui, ça se pratique partout dans le monde. Même les chirurgies malabsorptives. Oui, les chirurgies malabsorptives, avec toi, ont été assez avant-gardistes parce qu'on principalement les chirurgies qui sont faites en 2 temps, on les fait aussi en chirurgie d'un jour. Et on vient avec la Fondation qui fait de la recherche, puis tout ça. C'est important, c'est tout ça qui nous permet de continuer et de progresser. Et ça permet d'opérer plus de patients. Je le répète, quand on opère un patient à la Fondation, c'est comme si on opérait 2 patients parce qu'on libère la place aux hôpitaux. Oui. Donc la Fondation, pour cette spécialité chirurgicale-là, clairement, elle a un rôle plus, quoi. Absolument. Oui. Alors, là, présentement, si on parle des cas de bariatrie, sur une journée de Fondation, on peut opérer combien de patients?
Des cas de bariatrie simples, comme la gastrectomie verticale, 3 à 4 par jour. Si on parle de dérivation bio-pancréatique, on parle de 2. Ok, oui, c'est ça. On parle de 2. Oui, voir si on rajoute une gastrectomie, on pourrait même en faire 3 en fait, à la Exact. fin de la journée. Ça, c'est ce qui peut rentrer dans un créneau opératoire. Et si on parle de chirurgie de reconstruction, habituellement, c'est juste 1. C'est juste un cas, d'accord. Ouais, donc ça permet quand même de beaucoup décharger, la liste d'attente au public. J'avais regardé les chiffres là, de la fondation, c'est quand même, depuis que tu as créé la fondation en 2008, c'est 800 patients qui ont pu être opérés dans des délais beaucoup plus raisonnables grâce à la fondation. Ça me paraît déjà beaucoup, mais en fait, on pourrait et on voudrait que ce soit plus que ça. Et on pourrait. Oui. Tout ce qu'il faut, c'est de ramasser Il faut des plus dons. d'argent. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on veut faire connaître la Fondation Ronald Denis. Et c'est pour ça qu'on fait des levées de fonds. C'est un Et sacré comme j'aime support. dire, il n'y a pas de petits dons. J'aime dire que si chaque Québécois nous donnait 1 $, on aurait 8 millions de dollars par année. C'est ça. Et puis, comme on l'a dit au tout début, ça va fermer la boucle hein, pour l'épisode d'aujourd'hui, mais comme on l'a dit au début, c'est une maladie qui va faire que s'amplifier, s'amplifier, s'amplifier dans les prochaines années. Ah oui, c'est inquiétant. Comme tu le mentionnais, il y a un Canadien sur 4 qui souffre d'obésité. Et c'est pas parti pour diminuer. Non, clairement pas. Euh, Pour les cas on parlait des cas de reconstruction post-chirurgie bariatrique parce qu'effectivement, après un certain temps, le surplus de peau, tout ça peut être un facteur non pas juste esthétique pour les patients, mais aussi de gêne pour se mouvoir. Ça fait des mycoses à répétition des plis, enfin, c'est infernal. Hein. Puis ça peut aussi créer des douleurs. Ça peut aussi les gêner à reprendre de l'activité physique, ce qu'on leur demande de faire une fois qu'ils ont perdu du poids. Ces cas-là aussi ces indications chirurgicales-là ont des hors-délais là, sur les listes d'attente du public. Fait que la Fondation va également pouvoir s'inscrire dans ce circuit-là pour libérer Parce des cas. qu'ils ont encore, des hors-délais sont encore aussi nombreux parce que les gens ont de la difficulté à se faire les reconstructions au public. Et c'est là où la Fondation peut jouer en payant pour ça. Parce que c'est beau les ramener à un poids santé, mais quand on opère en chirurgie bariatrique, les résultats sont que tout tombe. Et il faut que les gens reprennent. C'est pas juste une question d'esthétique, mais pour être capable de faire l'exercice, pour être capable de profiter Ouais. des joies du plein air et tout ça, il faut aussi faire ces petits correctifs-là. Oui, je suis complètement d'accord. Alors, juste pour conclure, c'est pas la fondation contre le système public, c'est la fondation en complément du système public. Parce que tout ce qu'on fait, on le fait au sein du système public aussi. Mais c'est une manière de venir proposer plus de soins. Parce qu'au Québec, clairement, les compétences sont là, les ressources sont là. Mais juste la population, il y a difficilement accès. Fait que merci Ronald pour cet échange. Je pense qu'on a essayé de faire concis, ce qui n'est pas toujours évident. Si les patients sont intéressés à aller voir des beaux schémas, reprendre les différents types d'interventions qui existent, parce que si ça les intéresse, ils peuvent aller sur le site www.chirurgiebariatrique.com, qui est le site de notre programme de bariatrie. Il y a des beaux dessins et c'est très intéressant. Voilà, donc je les invite à aller voir tout ça et également à écouter les prochains épisodes de la Fondation Ronald Denis qui vont porter aussi sur le cancer du sein et sur les soins en santé de l'homme, comment la Fondation s'inscrit dans tout ça. Je profite également de cet instant pour dire merci à nos supporters et les membres du conseil d'administration qui ont permis de faire ce podcast aujourd'hui et de faire briller la Fondation sur d'autres plateformes que celles qui existent déjà. Je remercie également l'équipe de Sébastien Pépin et de la boîte Virus Média pour l'enregistrement du podcast et les patients, les donateurs, les fondateurs et tous ceux qui participent à ce que la Fondation Ronald Denis roule, parce que clairement ça roule. Et un merci spécial à toi
qui, non seulement qui a préparé tout ça et qui va prendre la relève à la fondation, parce que ça prend des jeunes pour pouvoir continuer ça. Fait que merci beaucoup. Il va y avoir du travail, hein? Oui, Merci Ronald, à bientôt. à bientôt. Vous voulez faire un don? Vous allez sur fondationronalddenis.com. En haut à droite, vous cliquez sur « Faire un don ». Vous pouvez aussi passer par là pour participer à nos événements de levée de fonds. Vous avez des questions, des commentaires, des retours d'expérience? La page Facebook Fondation Ronald Denis ou bien info@fondationronalddenis.com.